Bonjour à tous, de retour pour une nouvelle saison de débat sur Canal 9. On parle aujourd'hui des deux initiatives alimentaires. On va les appeler comme ça en votation le 23 septembre prochain. Nous allons parler avec mes 4 invités dans les 40 prochaines minutes aliments équitables, mais également souveraineté alimentaire. Invités que je vous présente dans le camp du oui. Jean-Pascal Fournier, bonjour. Bonjour. Président des Verts valaisans. Alors ce sont les Verts suisses qui sont à l'origine du premier texte sur les aliments équitables. À vos côtés, Fernand Cuche, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Agriculteur bio, ancien conseiller d'État, parmi tant d'autres choses, du côté de Neuchâtel. Vous portez la voix du syndicat unitaire dans ce débat. Merci d'être avec nous. Et puis dans le camp du non, Géraldine Marchand-Ballet, bonjour à vous. Bonjour. Conseillère nationale démocrate chrétienne. Vous présidez la commune de Grimizua. À vos côtés, David Crétenant, bienvenue. Député libéral radical au Grand Conseil valaisan, à la tête également du mouvement Avenir Écologie. Nous sommes donc ensemble pour une quarantaine de minutes. Avant de parler du cœur de cette initiative, une question chacun, question que j'appelle question ping-pong, question rapide, réponse rapide. Fernand Cus, je débute avec vous. L'Union suisse des paysans laisse la liberté de vote, ne se prononce pas sur ces deux initiatives. Vous demandez à cette Union suisse des paysans de prendre position. Pourquoi elle ne se prononce pas pour le oui? C'est une longue histoire. On va faire bref. Vous savez qu'il y a différentes forces à l'interne de la paysannerie suisse. Il y a la grande centrale paysanne, l'Union suisse des paysans, puis il y a le syndicat minoritaire unitaire, qui était l'Union des producteurs suisses, et les Valaisans ont beaucoup fait pour créer ce syndicat autonome. Puis il y a encore des organisations en Suisse alémanique. Voilà, ils n'ont pas réussi à se mettre tous d'accord sur un texte. Mais plus particulièrement, ce qui s'est passé, c'est que lorsque l'Union suisse des paysans a senti que tant Unitaire que les Verts allaient lancer une initiative populaire, fédérale, concernant l'agriculture, ils ont pris les devants, ils tiennent tous les paysans de ce pays et ils ont réussi à récolter un maximum de signatures en très peu de temps. Mais c'est bien, ça les a poussés un peu à agir. Alors, ils ne soutiennent pas parce que, notamment pour ces raisons-là, un peu de drapeau, de sensibilité politique différente. Mais moi, j'appelle aujourd'hui non seulement leur organisation à dire oui, finalement, allons-y pour ces deux initiatives. Moi, c'est un appel à l'ensemble des paysannes et des paysans. Et je trouverais dommage, si ça aboutit, que la paysannerie ne soit pas aux côtés de ces consommateurs, consommatrices qui, selon le dernier sondage, alors on a chuté dangereusement, ouais, le oui on est encore pas mal à de points, 54, ce serait dommage que ça passe sans les paysans. L'appel est lancé en tout cas du côté des paysans. Géraldine Marchand-Ballet, justement par rapport au sondage, les premiers donnaient le oui vainqueur à 75%. On le sait dans ce genre d'initiative, c'est toujours comme ça. Puis après le oui diminue fortement. C'est du bon sens finalement ces initiatives. Comment lutter contre le bon sens ? Là, on doit lutter contre le bon sens parce que tout simplement, les revendications au travers de ces deux initiatives existent déjà dans la Constitution. Et si Union suisse ne se prononce pas aujourd'hui, c'est qu'ils ont gagné l'année passée, exactement à la même date, le 24 septembre, à 79% le oui de tous les cantons pour toutes les revendications qu'on redemande aujourd'hui. Le système démocratique suisse fait qu'on doit leur voter, mais les exigences sont là. Union suisse des paysans a gagné l'année dernière. Ils sont satisfaits. C'est la raison pour laquelle ils n'appellent pas au vote du oui dans ces deux initiatives. Les sondages chutent. Pour répondre à votre question, c'est le cas tout à fait classique en début de campagne, texte idéologique, comme ça sans aller à fond vraiment et de connaître les incidences, on peut que comprendre les buts de ces deux initiatives. Et puis quand on lance la campagne et qu'on vient avec les arguments, bien entendu que le oui perd du terrain. Alors on va rentrer bien entendu dans le cœur des débats, on va expliquer ces deux initiatives. Pour vous faire rebondir, peut-être Jean-Pascal Fournier, donc c'était le 24 septembre dernier, les Suisses disaient oui assez majoritairement à l'arrêté fédéral sur la sécurité alimentaire. On m'a dit plusieurs fois, on n'y comprend rien, on vote une deuxième, une troisième fois. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport au mois de septembre dernier? Alors c'est vrai qu'on a déjà voté sur la sécurité alimentaire il y a une année. J'aimerais dire tout d'abord quand même que si on vote régulièrement sur ces questions, c'est que d'abord la population, elle est de plus en plus sensible à ces questions sur le contenu de notre assiette. Et si on revote encore une fois, c'est aussi le signe que la situation actuelle, elle n'est pas satisfaisante. C'est fondamentalement différent ces votes-là par rapport au dernier. La réalité, c'est qu'effectivement, on a voté, qu'il y a eu un soutien populaire très fort là-dessus. Mais la réalité, c'est que malgré les promesses qui avaient été faites par le Conseil fédéral, on constate que la situation, elle n'a pas changé. On continue à négocier des accords de libre-échange. On a vu M. Schneiderman aller négocier avec les pays du Mercosur. Et cette situation, elle va péjorer encore grandement notre agriculture, malgré le fait qu'on s'était engagé à défendre une agriculture plus durable. Et bien
bien non, on continue de défendre ce libre marché. Et cette initiative, ces deux initiatives, justement, elles permettent de réorienter la politique fédérale dans le bon sens, comme l'avait promis le Conseil fédéral. Donc, je vais vous rajouter brièvement quelque chose, après je vous passe la parole. Je suis d'accord avec Madame. L'Union suisse des paysans a marqué le territoire. Ils ont obtenu plus de 85% d'adhésion à la sécurité alimentaire. Dans les semaines qui ont suivi, le conseiller fédéral Schneiderhamann lance sa vision politique agricole 2022. Plus de compétitivité, plus de marché, plus de technologie. Comme si un deuxième gyrophare sur les tracteurs ou un capteur pour que le tracteur soit conduit par GPS ou satellite allait améliorer la situation, le prix du lait, le prix du blé. Et l'Union suisse des paysans a été tellement outrée par la prise de position du Conseil fédéral, je le rappelle, qu'ils ont boudé les négociations. C'était une première dans le pays. Ils ont boudé les négociations sur notamment le traité du Mercosur. Et M. Schneiderhamann s'entête à penser que ravitailler la population demain, c'est aller aux quatre coins du monde signer des traités commerciaux. Il n'a pas compris la problématique de l'environnement. Il n'a pas compris la problématique de la biodiversité. Fort heureusement, on a maintenant ces deux initiatives qui lui font une sérieuse piqûre de rappel. On ne fait que corriger ce qui n'a pas été mis en œuvre il y a quelques mois. Le rapport de M. Schneiderhamann reste un rapport, ce n'est pas un texte de loi. Il vient sur la table au Parlement, les choses sont discutées, le rapport a été renvoyé. Donc il ne faut pas vous inquiéter. Mais je crois que le lobby, c'est son point de vue, mais ce n'est pas le point de vue qui est défendu par le Parlement. Et dans le système suisse que l'on connaît, ces visions-là, en tout cas à l'heure actuelle, ne sont pas défendues par l'ensemble des partis suisses, même pas par le sien. Donc un rapport reste un rapport et des négociations, les libres-échanges, etc., il y a des choses qui doivent exister parce qu'on ne fournit que le 50% de nos denrées alimentaires. Et on ne peut pas, au travers de ce texte d'initiative, rompre 28 accords de libre-échange avec 38 pays pour dire on veut dans nos assiettes une alimentation saine. On en parle abondamment. J'aimerais juste aussi entendre David Crettenand. On ne vous a pas entendu, donc double casquette, député libéral radical au Grand Conseil valaisan, et puis également à la tête du mouvement Avenir Écologie. Dans Avenir Écologie, il y a écologie. On vous voit mal avec cette casquette-là dire non au texte? Ben moi, bien sûr, ça m'interpelle le sujet, les thèmes qui sont mis en avant. Ça fait longtemps que je me bats pour les aliments équitables, aussi pour plus de transparence au niveau de nos produits. Et puis justement, on a eu cette initiative et ce contre-projet à l'initiative qui a été adopté par le peuple l'année passée. Et puis c'est vrai que j'ai l'impression que là, on sert cet argument de dire ça n'a pas bougé en une année, alors que ça bouge en une année. Mais ça prend du temps de mettre en œuvre ces initiatives. Il faut passer par le Parlement, par des accords, par des études, aussi pour pouvoir aller de l'avant. Et puis là, on vient avec l'argument « Ah, mais votez pour ces initiatives parce que ça va donner une piqûre de rappel ». La Constitution, elle n'est pas là pour donner des piqûres de rappel. La Constitution, elle est vraiment pour poser des bases. Et notamment, une base qui a été posée, c'est qu'on devait avoir une agriculture durable dans cette comme projet pour la sécurité alimentaire. Alors on va aller au cœur maintenant de ces deux initiatives. On va prendre la première initiative pour des denrées alimentaires saines et produites dans des conditions équitables et écologiques. C'est le libellé un peu long de ce texte. Alors l'argument du camp du oui, c'est renforcer l'offre de denrées alimentaires saines, produites de manière durable et équitable. Alors j'ai deux questions pour vous, messieurs. La première, c'est est-ce que je dois faire attention, moi, au jour le jour, du contenu de mon assiette? Est-ce que je mange mal en tant que citoyen suisse et valaisan? Et puis la deuxième, au-delà de la théorie, comment on fait pratiquement pour arriver à cet objectif? Jean-Pascal Fournier. Alors, est-ce qu'on mange mal? C'est difficile de répondre à cette question. C'est vrai que l'industrie agroalimentaire, les paysans ont fait énormément d'efforts ces dernières années pour produire des aliments de meilleure qualité. Mais la malbouffe, c'est quelque chose qui existe. La question des pesticides, la question de la viande aux hormones, le fait que l'on mange trop salé, trop sucré, c'est trop gras, c'est quelque chose qui existe et que les professionnels de la santé nous rendent attentifs. Vous l'avez dit, là, il y a la moitié à peu près de nos aliments qui sont importés aujourd'hui. Alors, on a une branche suisse qui fait énormément d'efforts, mais aujourd'hui, et vous parliez de la Constitution qui était censée donner une direction, eh bien, cette Constitution, par rapport aux produits importés, elle dit strictement rien. Et aujourd'hui, par rapport à ces produits importés, c'est vrai que nous avons un défaut d'information sur la provenance, sur les modes de production, et aujourd'hui, on a besoin d'être mieux informés, mieux orientés pour faire un choix. C'est un grand chapitre, les produits importés, notamment en lien avec nos relations avec l'Union européenne. On va l'aborder juste après. Pour en revenir, Fernand Cuche, aux produits suisses. Le 50% de notre assiette est produite ici, en Suisse. Comment on fait pour rendre ces produits plus sains, plus durables? Des mesures concrètes. Alors au niveau
Au niveau de la consommation, je serai un peu plus nuancé que mon ami Jean-Pascal. Les Suisses qui mangent suisse, produits suisses, toutes ces dernières années n'ont pas été inquiétés par une problématique liée à une intoxication, etc. On a progressé au niveau de la production. On voit Avenir Écologie en Valais, et il y a d'autres mouvements qui se manifestent ici, des paysannes et des paysans, des vigneronnes, des vignerons qui s'engagent concrètement, qui veulent sortir de la problématique des pesticides de synthèse. Donc, on est relativement bon au niveau de l'assiette. Pour ce qui est de l'importation, Jean-Pascal en a parlé, alors là, j'ai une sérieuse interrogation. Par contre, le problème, il reste dans les sols. Les terres nourricières de ce pays perdent chaque année un peu de son potentiel de fertilité naturelle à long terme. Les eaux des rivières, surtout des rivières, des ruisseaux, ont des charges en polytoxiques qui se développent chaque année. Et on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, quand on dit au niveau de l'assiette, ça s'est amélioré, il y a peu d'inquiétude, mais il faut rester vigilant. Par contre, au niveau des terres nourricières, au niveau de l'eau, de l'air aussi, là, on n'a de loin pas résolu le problème. Géraldine Marchand, là, vous écoutez Fernand Cuche, il faut agir dans ce domaine-là. Au niveau C'est de du bon l'assiette, sens aussi. Nous avons en Suisse des produits de qualité. Écoutez, si face à cette initiative, on a Gastro Suisse, Hôtellerie Suisse, l'Union de commerce de détail suisse, Fruits Union Suisse, Économie Suisse s'y opposent, c'est quand même qu'on a un sérieux souci. Les gens de la branche disent non à cette initiative. La qualité alimentaire dans ce pays, elle est bonne, elle est très très bonne, et je pense que c'est pas en augmentant des contrôles supplémentaires qui vont coûter cher et qui vont nuire au domaine paysan et à l'économie qu'on va améliorer la situation. Les autres éléments énoncés par M. Cuche nécessitent, c'est clair, une vigilance, mais ne sont pas traités, plus de vigilance, je suis d'accord avec vous, mais ne sont pas traités dans ce texte. Si toutes les sessions parlementaires, Monsieur Cuche, nous traitons des OGM, des problèmes alimentaires, toutes les sessions. Donc, dans les textes de loi, je peux vous affirmer que nous avons la vigilance voulue, et encore une fois, ce n'est pas l'objet de cette initiative. Bien au contraire, moi j'ai beaucoup de soucis quand on dit au travers de ce texte qu'on veut surveiller et avoir les mêmes conditions de production en Suisse qu'à l'étranger, avec les mêmes conditions sociales. C'est une usine à gaz que vous voulez mettre en place. Pour en finir avec le contenu de nos assiettes, après je vous laisse répondre. David Crétenant. Oui, par rapport à cette initiative, j'ai vraiment l'impression qu'on remet une couche pour vraiment faire une piqûre de rappel, semble-t-il. Mais il n'y a rien de nouveau. Il y a des ordonnances, des lois qui permettent d'analyser, d'être sûr que les produits alimentaires sont en règle avec notre législation, donc des aliments de qualité. Et puis, Monsieur Cuche, vous dites au niveau des terres agricoles, alors je partage entièrement ce souci, il n'y a absolument rien dans ce texte. Par contre, si vous prenez le texte sur la sécurité alimentaire, on dit la Confédération doit créer les conditions pour la préservation des bases de la production agricole, notamment des terres agricoles. Là, vous avez de quoi faire pour défendre ces aspects-là. Donc on a déjà ça, mais après il faut travailler au niveau du Parlement. Dernier, voilà, exactement. Donc c'est déjà dans la Constitution. Pourquoi aller remettre une couche plutôt que travailler sur ces éléments-là? On va aller plus loin dans la signification des mots et des alinéas, etc., parce qu'on ne va pas s'en sortir. Moi je dis ça vient renforcer. Et il y a nécessité de renforcer. Je vais être très court. Vous venez de dire, à Berne, à chaque session, on est dans l'alimentaire, les OGM, la sécurité de ravitaillement, etc. J'en suis réjoui. Mais comment vous expliquez qu'en 4 ans, alors que tous les 4 ans, il y a le grand débat sur l'avenir de la politique agricole, pendant 4 ans, ces 4 dernières années, 7 initiatives ont été lancées et déposées, puis il y en a une 8e qui est en cours de récolte, qui va réussir. J'interprète, j'en conclus que les enjeux exprimés par les initiants n'ont pas été suffisamment pris en considération par le gouvernement. C'est l'explication qu'on peut donner concernant ce nombre d'initiatives. Et je sens que le peuple, il ne va pas lâcher. Et on ne s'est pas encore engagé sur cette problématique fondamentale qui concerne tous les pays, entre vivre en tenant compte
du réchauffement climatique, en tenant compte de la nécessité de ne plus gaspiller, en tenant compte de la nécessité de consommer moins, y compris dans l'agriculture et l'activité économique. On n'a pas encore abordé ce problème et je sens qu'il est sous-jacent chez les personnes qui s'interrogent. Je voulais juste répondre à votre question. Pourquoi ces initiatives ont autant de succès? Déjà, ces initiatives, les signatures ont été récoltées avant cette décision de l'année passée. Et puis deuxièmement, effectivement, c'est une préoccupation majeure des gens. Elle a été entendue et puis elle va être mise en application. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Au bout d'un moment, oui, on sait que c'est facile à récolter des signatures sur ces éléments-là. Donc ça explique qu'il y a beaucoup d'initiatives, mais ça ne veut pas dire que l'initiative est bonne. Ouais. Mais je prends un exemple. Sortir du nucléaire, c'est 30-40 ans de combat, avec de nombreuses propositions, des initiatives parlementaires, des initiatives populaires. Ça veut dire que dans la transition nécessaire vers une autre agriculture, ça va prendre encore 5, 10, 15 ans. Et je suis sûr que les gens ne vont pas lâcher là-dessus. Puis avec la transition énergétique, on a réussi à avoir une consultation populaire. Moi, je dis, pour l'agriculture, on est dans ce cheminement. On va avancer un petit peu dans ce débat. Toujours première initiative pour des denrées alimentaires saines. Un chapitre qui fait fortement débat. On l'a un petit peu effleuré. On va le creuser maintenant. Des standards de qualité, appelons-les comme ça, qui s'appliqueraient au conditionner nos aliments importés de l'étranger. Alors, l'exemple qu'on met toujours en avant, c'est celui des œufs. Les œufs en batterie importés seraient par exemple taxés. Au contraire, des œufs bio. Comment on fait concrètement? Alors, expliquez-moi cela. On fait qu'on va faire des contrôles, Jean-Pascal Fournier, à l'étranger. Je crois qu'on a l'habitude de ces contrôles. Ça fait longtemps qu'on les pratique. Si vous prenez Mais les la produits, Suisse ne va pas pratiquer des contrôles sur les œufs produits en France. il n'a jamais été question de ça. Je crois que ce que demande l'initiative, c'est que pour les produits importés, et pas seulement importés, mais pour les produits importés, qu'on fasse référence à des standards internationaux qui sont reconnus. On connaît par exemple le label Max Havelaar, qui est connu de tous les consommateurs suisses. Et il y a pour les produits bio des organismes privés, donc ce n'est pas forcément des organismes étatiques, des organismes privés reconnus par l'État. Aujourd'hui, des produits non labellisés, non reconnus par la Suisse peuvent entrer dans le pays. Sans problème, et c'est un des grands problèmes. Ça se fait tous les jours. Oui, c'est un des grands problèmes. Vous savez, on parle toujours du tourisme d'achat. Je pense que ceux qui sont les premiers à faire du tourisme d'achat, c'est pas tellement les consommateurs, ce sont les distributeurs qui vont aller faire leurs emplettes en Roumanie, qui vont acheter de la dinde très bon marché dans des conditions de production qui sont pas défendables et qui viennent les revendre à bas prix sur en Suisse, et qui font concurrence à des produits suisses de haut standard. Et c'est ça que nous voulons, par rapport au contenu de notre assiette aussi, faire en sorte que ces produits importés répondent à des standards, pas les mêmes standards forcément que la Suisse, mais des standards reconnus internationalement en termes de durabilité. Question de standards, c'est du bon sens aussi. Moi, je ne suis pas une grande libérale dans l'âme. Alors venir dire aujourd'hui aux gens ce qu'ils doivent manger du bio à des conditions bien particulières, je suis totalement opposée. La liberté de consommation, elle existe sur cette planète et j'espère qu'elle va perdurer. Puis d'autre part, pour mettre en place la notion de contrôle sur notre territoire, mais il va falloir créer, je l'ai dit tout à l'heure, une usine à gaz. Il faut plus d'État, il faut une paternalisation de l'État auquel je suis mais complètement opposée. Moi, je m'oppose au fait qu'on aille dans ce type de contrôle-là. Les standards qualité minimaux existent. Il n'y a pas n'importe quoi qui rentre en Suisse. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur non plus d'un certain type de concurrence. Ça n'empêche pas de vivre auprès de nos paysans. Je pense qu'il y a d'autres actions qu'on doit mettre en place pour aider les paysans, mais ce n'est pas celui-là. Et le contrôle dans nos assiettes de la part de l'État, moi, j'en veux pas. Alors, deux choses. Laissons les gens manger finalement fait dans le cul ce qu'ils veulent manger, même à des niveaux différents. Et puis non à une usine à gaz. Si les deux initiatives passent la rampe, le 23, ce que je souhaite, on n'aura pas une armée de fonctionnaires à mettre en position et en activité pour contrôler ce qui est importé. Un élu d'ici disait ça reviendra à mettre un inspecteur derrière chaque tomate. Oui. Ce ne sera pas le cas. Bon, on est en période de tenter de convaincre les gens, on est prêt à des exagérations. Mais Jean-Pascal l'a dit, les certifications, elles existent. Il a cité Max Havelaar. Max Havelaar, de temps en temps, il y a un dérapage, etc. Mais en plus, si c'est des entreprises mandatés qui vont sur place pour vérifier. Prenez l'exemple du vin. Les vins bio, c'est peut-être pas le bon exemple pour le Valais, mais les vins bio qui sont certifiés bio européens, il y a tout un processus d'homologation de ces vins. Alors après, si vous avez un doute, vous pouvez déposer plainte, vous pouvez engager une action. Mais ces contrôles-là, ces vérifications-là à la frontière, elles existent
je suis persuadé qu'il n'y a pas besoin de créer des fonctionnaires de plus. Et c'est progressivement. Il faudra faire des appels d'offres, puis voir les différentes garanties qui sont annoncées dans la certification. Et c'est conforme au traité que nous avons signé. Vous faites un appel d'offres pour un produit qualifié durable. Mais le meilleur le gagnera. Et puis moi, j'ai aucune envie d'imposer la qualité de l'alimentation aux gens. Ce qui se trouve, c'est que si les gens, ils ont les moyens, c'est un autre aspect, et puis ils peuvent faire le choix, ils préféreront manger quelque chose qui a plutôt du goût, qui est de qualité, qui n'est pas forcément calibré. Et là, c'est un autre aspect, mais on pourra peut-être le développer. David Crettenand, quand on dit libéral, radical. Non, j'entends bien qu'on dit qu'il n'y aurait pas de fonctionnaires supplémentaires parce que c'est des personnes qui vont aller sur place et puis qui défendent des labels, etc. Mais c'est des gens qui vont sur place et qui contrôlent ces éléments-là. Alors là, on parle de normes écologiques et des normes sociales aussi. On devra les conditions de travail, salaire. Les mêmes conditions sociales à l'étranger qu'en Suisse. Mais vous allez faire comment pour contrôler ça? On rebondit après là-dessus. Donc quelqu'un devra bien payer ces gens-là. Ce ne sera pas des fonctionnaires, mais c'est des gens qui donnent une valeur ajoutée, c'est vrai, au niveau de la formation, mais ça reviendra sur le consommateur. C'est des prix qui seront en charge du consommateur. Aucune exigence au niveau des conditions sociales et salariales des producteurs à l'étranger? Il faut. C'est une question d'éthique. Puis moi, je reprends le label Max Havelaar. Max Havelaar, c'est des produits, si possible, sans pesticides. Et puis, c'est une fertilité des sols qui est respectée, c'est une diversité qui est respectée, puis c'est un revenu décent pour celles et ceux qui travaillent la terre. Je ne vois pas comment des gens qui travaillent la terre, les paysannes et les paysans, ne peuvent pas accepter ça. Ça nous concerne directement. Et l'équité au niveau du revenu, elle est valable pour tout le monde. Pour une raison évidente, selon moi, c'est que la nourriture de demain, elle ne va pas être assurée par les multinationales, l'agro-industrie. Elle consomme les 2/3 de l'énergie nécessaire pour produire 1/3 de la nourriture produite aujourd'hui au niveau de la planète. Les 2 autres tiers, c'est l'agriculture de proximité. Il faut que ces gens-là accèdent à un revenu équitable. Puis alors équitable, ça ne veut pas dire que celui qui cueille les tomates dans les Pouilles, dans l'Italie du Sud, devra avoir le même salaire que l'ouvrier qui cueille des tomates en Valais. C'est adapté au coût de la vie du pays dans lequel il travaille. C'est bien ce qu'on fait aussi avec les travailleurs qui arrivent chez nous depuis l'Union européenne. On n'a pas envie qu'ils viennent canarder les prix ici, donc on prend des mesures aussi. La règle des 8 jours, ça c'est un autre débat. Oui, vous êtes rassurée là-dessus? On a tous, Géraldine Marchand-Ballet. on a tous un souci d'équité. Non, je ne suis pas rassurée du tout parce qu'on se rend bien compte que tout est mélangé. On parle d'écologie, on parle des sols, on parle d'énergie, on parle voilà. Donc c'est une vision très idéaliste globale, idéaliste, mais qui n'est pas réalisable dans votre. Oui, mais vous pouvez pas arriver et dire c'est nécessaire de ne pas avoir de pollution, de manger sain, que les gens aient des revenus, etc., au travers d'une initiative. On ne va pas régler dans la Constitution l'aspect que les gens, il faut qu'ils... Bien sûr que je partage l'avis que les paysans doivent être bien payés comme dans d'autres nombreux secteurs pour pouvoir survivre. Il y a une quantité énorme de fermes qui se sont fermées depuis 2007 jusqu'en 2017. En Valais, il y a le 30% des producteurs qui ont cessé leur activité pour des raisons aussi d'une vision globale, parce qu'ils avaient une activité à temps partiel, parce qu'on n'est plus aujourd'hui agriculteur de père en fils, parce qu'on a une autre économie, parce qu'on a une autre ouverture de marché et d'autres choix professionnels. C'est un ensemble, mais vous ne pouvez pas gérer ça au travers d'un texte d'initiative. Ce n'est pas la Constitution qui va pouvoir régler, gérer, dire OK, aujourd'hui, il faut bien payer les paysans, donc il faut pouvoir... C'est un ensemble de choses. Les accords internationaux, le revenu, en tout cas pas aller, ça ne peut pas être que l'État, et je pense qu'au sein de votre propre branche même, il faut déjà vous mettre d'accord, ce qui n'est pas le cas, puisque Union Suisse des paysans ne soutient pas cette initiative. Je réponds de nouveau à la question. Non, ce n'est pas le marché. Dans la Constitution, on n'estime pas que c'est seulement le marché qui peut régler ça. Il y a un soutien aux paysans, notamment les paiements directs. Aussi, c'est une manière de tenir compte à la fois du marché et à la fois du développement durable. Mais on ne va pas, encore, comme Géraldine, je pense,
on va rien résoudre au niveau de, par exemple, les ouvriers agricoles en Italie avec notre constitution suisse. C'est juste pas possible. Encore une prise de parole, puis après on passe au deuxième texte. Jean-Pascal Fournier. 50% de notre alimentation vient de produits importés et notre constitution actuelle elle ne règle pas ce problème. Votre collègue de parti, député PDC Vincent Rotten, lors de la conférence de presse, a bien expliqué, et j'aimerais bien citer cet exemple parce qu'il illustre bien ce qui se passe au niveau international. Avec le problème du réchauffement climatique, cette année, on a eu une crise du fourrage. Ça a nécessité un abattage massif des cheptels à travers le monde, une chute du prix de la viande au niveau international. Qu'est-ce qu'ont fait les importateurs et les distributeurs suisses? Ils se sont précipités faire leurs emplettes à l'étranger, ils ont acheté de la viande à bas prix, ils ont rempli leur frigo, ce qui leur permettra jusqu'à Noël d'offrir de la viande de très bon marché et casser le marché en Suisse. C'est ça auquel nos agriculteurs sont confrontés. Et ce que nous proposons, la nôtre propose aussi, avec des standards de qualité, de réguler aussi les marchandises que l'on importe. Et ça, c'est essentiel. On parle justement, si vous êtes d'accord, de la deuxième initiative. Vous voulez rajouter quelque chose? On dit que par rapport aux denrées alimentaires d'origine animale, la grande partie, c'est pas 50%, c'est pratiquement la totalité de la production, c'est de la production suisse. Il y a très peu de produits, proportionnellement, très peu de produits d'origine animale apportés en Suisse. Donc là, l'initiative, elle n'est pas en train de résoudre le problème qu'a exposé Vincent Rotten. Écoutez, je crois que si vous baladez un petit peu dans les grands magasins de notre région, vous verrez qu'il n'y a quand même pas simplement de viande qui provient de l'étranger. Et c'est aussi un problème auquel sont confrontés nos agriculteurs. Voilà pour la première initiative. On va parler un peu de la deuxième aussi, en votation toujours le 23 septembre prochain pour la souveraineté alimentaire. L'agriculture nous concerne toutes et tous. C'est Unitaire qui lance ce texte. Alors il y a bien entendu, on s'en doute, des points communs entre les deux textes. On va pas refaire le premier débat, la première tour de table. Moi, j'aimerais m'arrêter sur l'aspect justement maintien de la production indigène. Vous en avez parlé, accroissement du nombre d'acteurs dans l'agriculture, amélioration des conditions. On en a aussi un peu parlé avant de travail des revenus des paysans. Quelques chiffres peut-être qui vous mettront peut-être tous d'accord. Alors en 30 ans, c'est les chiffres officiels. 35 000 fermes ont disparu, 100 000 emplois ont disparu également. Et puis chaque jour, c'est assez étonnant comme chiffre, l'équivalent d'un de 10 terrains de foot en surface agricole qui disparaît en Suisse. Et puis, on l'a dit aussi, on l'a répété, la Suisse importe la moitié de ses besoins alimentaires. Elle produit une moitié seulement. Alors, Géraldine Marchand-Ballet, la question est un peu évidente. Il est temps de freiner cette érosion paysanne. Il y a urgence. Moi, je suis favorable aux arguments, je suis favorable au soutien des paysans. Donc, sur le fond, ça me pose moins problème que le premier texte d'initiative. La problématique, c'est la forme. C'est qu'on a déjà voté ce texte-là l'année passée, il y a exactement une année. Et si vous sortez le texte de la Constitution dans son article 104, on parle des exigences du développement durable, de la sécurité d'approvisionnement, du fait d'encourager les exploitations agricoles, des paiements directs, des accords avec la nature, du lieu de provenance, de l'environnement, de la protection, de l'aide à l'investissement, les crédits agricoles, le soutien au monde paysan que je défends. Je suis issue d'une famille paysanne et d'un canton paysan. Je leur dis, c'est pas sur le fond, c'est sur la forme. Il a été voté l'année dernière. Sur le fond, on est tous d'accord. Simplement, on ne vote pas ce qui a déjà été voté. Mais je l'ai dit tout à l'heure. Quand on a une autorité fédérale, le Conseil fédéral, qui dans les semaines qui suivent le vote lance politique agricole 2022, certes c'est un rapport, mais ça dit la vision du Conseil fédéral en matière d'avenir pour la politique agricole. Cette vision, elle n'intègre pas du tout ce que vous venez d'évoquer. Les deux initiatives, surtout celle sur la souveraineté alimentaire, qui concerne plus la production indigène, elle tente, c'est compliqué ce cheminement, je l'ai dit, on en a encore pour quelques années, elle tente de donner des marques, de donner des orientations. J'en viens maintenant à la structure des exploitations agricoles. Il a été dit chez les opposants que l'État va dicter à chaque agriculteur ce qu'il peut produire, puis la quantité qu'il peut produire. Ça existait à l'époque quand il y avait nécessité pour le lait, pour le blé, avec des prix garantis. On est sorti de ce système. Moi, je ne vois pas les choses comme ça, pas du tout. Ce qu'il faut pour la durabilité, pour la biodiversité, pour la qualité des produits, il faut un rapport équilibré
entre la surface travaillée et le nombre de personnes actives, bien rémunérées et bien formées. On s'en éloigne. Quand l'autorité fédérale dit qu'il faut se spécialiser, on l'a vu, les producteurs de lait qui se sont spécialisés, qui ont investi, qui ont modernisé, c'était des battants, ils sont partis en vrille. Mais comment on fait concrètement pour augmenter le nombre de professionnels de l'agriculture? On fait ce qui se passe déjà maintenant, mais il y a des outils pour venir renforcer ça, pour aller dans le sens de ce rapport équilibré qui me paraît fondamental. Ça peut être la forme. On continue en activité familiale individuelle, c'est absolument pas condamné. On peut s'associer, ça se fait déjà, hein. Mais l'État vient avec quelques mesures pour favoriser ça. Alors ces mesures, justement. Ces mesures, c'est justement de pouvoir intervenir. Déjà, il faut préserver le territoire, hein, c'est dans le texte. Puis si on n'y arrive pas cette fois, il y a l'initiative des Jeunes Verts sur l'utilisation du territoire qui sera votée vraisemblablement l'année prochaine. Donc il y a l'outil de travail à sauvegarder, c'est-à-dire en surface. Et puis on parle aussi de durabilité dans l'initiative. Et la réponse, mais je viens de la donner, c'est ce rapport équilibré pour réussir à atteindre les objectifs. Et puis, bien sûr, les mesures de protection aux frontières pour que la production indigène, à hauteur de 50% des calories nécessaires au peuple suisse, ne soit pas bazardée, malmenée par des traités commerciaux que le Conseil fédéral va signer d'un bout à l'autre du monde. On va parler de la protection aux frontières. Les traités commerciaux, pour finir, on nous a fait croire ces dernières années qu'il y avait quasi un dogme et on ne touche pas aux traités commerciaux. On ne touche pas au principe de la liberté extrême du commerce, un commerce totalement débridé. Non. Les traités commerciaux sont signés par des hommes, rarement des femmes, parce que c'est plutôt des hommes qui mènent la barque. Peut-être qu'on s'en sortirait mieux s'il y avait plus de femmes dans la signature des traités commerciaux. Sur la première partie de la réponse de Fernand Cuche, peut-être. Après, on en viendra au lien avec l'étranger, les traités commerciaux. Et moi, j'aime beaucoup entendre M. Cuche parce que c'est le professionnel qui parle et puis il parle de ces traités, des surfaces travaillées, de ce rapport, de cet équilibre à avoir. Le problème qu'il y a, c'est qu'on ne gère pas ça dans une constitution. La constitution donne le cadre, donne l'ensemble, la mission. Le reste est travaillé à un autre niveau. Donc, vos défenses d'intérêt, je leur dis, le lobby paysan à Berne, il est extrêmement bon. Vous êtes extrêmement bien représentés. J'ai participé au CEAN, j'étais dans la commission des sciences, culture, etc. Tout ce qui a trait à notion OGM, etc. On a réussi à faire prolonger le moratoire de 4 ans, etc. Encore une fois, on est sur un texte de constitution qui n'apporte rien de nouveau par rapport à l'ancien. Et l'objet de la discussion ici, de vos propos, n'a pas lieu d'être parce qu'on n'est pas en train de parler de ces éléments-là. Alors on est à la fois dans la constitution puis les lois d'application. Oui. Ouais, je vais donner un exemple. Dans le texte, il est dit que l'autorité fédérale met à disposition des financements pour la mise en valeur de proximité de la production. Mais c'est fondamental, ça. Ça, actuellement, c'est les grandes surfaces qui mènent le bateau. Elles commencent d'être un peu fragilisées parce que de plus en plus de consommateurs vont en ligne directe pour commander, hein, ça passe par Internet. On a des grandes surfaces qui sont saturées. On en a trop, ils se font une concurrence énorme. Et au milieu de ce conflit majeur commercial, je trouve, pour la transition, ça peut disparaître au bout de quelques années, il est bon que l'État se préoccupe de cette mise en valeur de proximité des produits. D'autant plus qu'on voit éclore ici et là cette volonté. Pourquoi on se refuserait un coup de pouce de l'État pour atteindre cet objectif? Je rappelle que dans les années 80, le même État, la Confédération, a subventionné à hauteur de plusieurs millions les fermetures de porcheries industrielles de Cheval-sur-Moudon et de Chavornay. Heureusement, parce que là, on avait pris une option d'intensification complètement folle. Mais au nom de quoi on n'est pas légitimé à demander une participation financière pour la mise en valeur des produits locaux? Nous, je partage entièrement les inquiétudes, notamment sur les surfaces d'assolement. Et ça fait longtemps, même en Valais, on dit qu'on est en perte au niveau des surfaces d'assolement. Hein. C'est des surfaces qui doivent être disponibles pour l'agriculture, voilà, et qui peuvent être remises en état pour l'agriculture assez rapidement si nécessaire. Avec la correction du Rhône, la troisième correction du Rhône. On connaît très bien ça sur notre commune de Ried, puisque depuis les débuts des années 90, toutes les zones agricoles sont
en zone d'assolement, il n'y a plus possibilité d'extension et les agriculteurs de la commune défendent vraiment ces aspects-là qui sont très importants. Donc on a ces éléments-là, notamment avec la latte, effectivement, il y a cette défense des sols agricoles. Et puis dans la Constitution, de nouveau, on a le moyen de soutenir cette agriculture de proximité, aussi ce commerce en direct entre les agriculteurs et les consommateurs. Je cite, la Confédération encourage au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux. Donc c'est dans la Constitution. On doit défendre ça après avec des lois et pas en rajoutant une initiative. Je reviens à chaque fois sur la même chose, mais c'est vraiment, pour moi, une espèce de perte de temps, ces initiatives, parce qu'on ne se bat pas sur ce qui est déjà existant. D'accord, sur les objectifs, mais pas sur le moyen mis en œuvre actuellement. Encore une question quand même, elle est très importante, c'est les relations, on en a parlé aussi dans le premier tour de table avec l'étranger. Donc dans ce deuxième texte, prélever des droits de douane sur les fruits et les légumes importés pour maintenir la compétitivité de nos produits. On le sait, les relations avec l'Union européenne sont assez tendues. On a parlé avant des mesures d'accompagnement, de la fameuse règle des 8 jours. Est-ce qu'on a besoin de se fâcher encore un peu plus avec le voisin européen, avec Bruxelles? Mais c'est des outils qui existent déjà. C'est une illusion de penser qu'aujourd'hui on est dans un marché totalement libre. Tous les États utilisent des contingentements, des facilités douanières pour favoriser certains produits. Tous les jours, hein. On a pour les biocarburants en Suisse des faveurs douanières qui sont accordées. Donc déjà aujourd'hui, les États, vous pensez que la France ne prend pas des mesures pour défendre ses agriculteurs de proximité? C'est des choses qui existent, qui sont négociées dans le cadre de traités internationaux. Il n'y a rien qui est contraire aux accords de l'OMC. Donc on essaye de nous faire peur en pensant qu'on va violer ces accords internationaux. Ce n'est pas le cas, c'est déjà la règle aujourd'hui. Brièvement, le principe de souveraineté alimentaire, il est né il y a une trentaine d'années à Mons en Belgique. 50 organisations paysannes minoritaires de 32 pays ont créé Via Campesina, qui est un grand rassemblement des activités agricoles, rurales. Il y a aussi pas mal d'organisations de femmes paysannes. Dans les années qui ont suivi, est sorti le principe de souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est de dire on reconnaît à chaque peuple, à chaque pays, ou un ensemble de pays, ou un ensemble de régions constituées, on lui reconnaît le droit de définir sa politique agricole et de définir sa politique alimentaire. C'est aussi simple que ça. Pour préserver ça, contre ce marché complètement débridé qui vient faire des pressions permanentes sur les prix à la production, il faut protéger. Jean-Pascal l'a dit, les mécanismes de protection, ils existent. Je vais vous donner un exemple aussi. Il y a des mécanismes de protection dans les traités commerciaux qui ont été signés qui protègent notre industrie de transformation alimentaire. Prenez le café. Vous importez du café brut, comme ça, c'est quasi rien, la taxe. Si vous importez du café déjà torréfié, la taxe, elle est très élevée. C'est pour préserver notre industrie de transformation. Mais moi, je comprends ça, parce qu'il y a des emplois. Et tout à coup, ça fait un pataquès, ces discussions en disant « Ouh là 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 là, mais ça va être la pagaille avec l'Union européenne, dans le cadre de l'OMC ». Dernier mot, on n'a pas le choix. L'agriculture familiale, à dimension humaine, de proximité, c'est elle, dès demain matin, qui va assurer l'alimentation de qualité nécessaire à tous les peuples sur l'ensemble du monde. J'en suis persuadé. Ce n'est pas le marché, ce n'est pas les traités commerciaux hyper débridés. C'est fini cette société-là. Elle va dans le mur. Et il y en a un qui l'a dit très bien, c'est l'ancien ministre écologiste français au moment de son départ. Voilà, Nicolas Hulot qui est dans l'actualité, bien entendu. On en parlera aussi sur Canal 9. Géraldine Marchand, là, finalement, ce sont des mécanismes que nos voisins activent, protéger leur agriculture. Pourquoi, là, maintenant, comme le dit Fernand Cuche, ça fait tout un pataquès quand on en parle, nous? Il ne s'agit pas de faire un pataquès, mais il s'agit d'être tenu en alerte par rapport aux effets secondaires néfastes de cette initiative. Moi, je crois réellement qu'il y a des mises en danger par rapport à des accords de libre-échange. C'est clair, la Confédération le dit. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de peur par rapport à des mécanismes d'importation, alors que si on lit certains rapports d'experts, je pense qu'il n'y a pas lieu d'être non plus. Et puis, on a beaucoup parlé de cette notion d'agriculture. Je n'ai jamais entendu M. Cuche parler
parler d'innovation, de parler de numérisation. Et si on a beaucoup critiqué l'attitude de M. Schneiderman durant ce débat par rapport à sa vision, par rapport à son rapport, je tiens quand même à signaler au mois de juin 2018, donc il y a juste à peine 2 mois, qu'il a réuni un ensemble d'acteurs du monde paysan aussi pour signer un traité, un accord pour aller dans ce sens-là. Je pense que l'agriculture suisse est morte si elle ne prend pas le train aujourd'hui de ces aspects de numérisation, des nouvelles technologies et de pouvoir vraiment bien gérer d'un point de vue global. Tous dire après un mot de conclusion, on arrive gentiment à la fin du débat, juste David Crétenant sur ces mesures d'importation aux frontières, il y a danger? Ben, en fait, elles existent et puis je suis tout à fait d'accord avec les opposants. Mes opposants, c'est plutôt les initiants aujourd'hui. Mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça existe, ça fonctionne. Ça pourrait fonctionner mieux. Il y a pas mal de travail à faire aussi par rapport à ça. La seule chose qui est vraiment problématique par rapport aux accords internationaux, aux accords avec les Européens, par exemple, c'est ce qui est imposer des normes sociales à l'extérieur de nos frontières. On n'accepterait pas non plus qu'on nous impose les 35 heures en Suisse parce que les Français le font. C'est vraiment celui-là le problème majeur. Pour le reste, au niveau de l'environnement, on a les moyens de mettre des éléments en place parce qu'effectivement, ces outils-là existent. Renforçons peut-être ces outils, mais c'est de nouveau pas au travers de ce texte. Une réaction, puis après un mot chacun, un mot de fin. Allez-y. Oui, l'innovation. Fernand Cuche ne parle pas d'innovation et de technologie, etc. Moi, je suis pleinement ouvert à toutes les innovations qui s'inscrivent dans un concept de durabilité. Et j'ai visité à Technopole à Yverdon une équipe qui ont mis au point un véhicule autonome très léger, parce qu'on a un tassement des sols qui est grave en Suisse, on a des machines trop lourdes, qui va désherber. Il choisit, il est programmé pour reconnaître les herbes, puis il met juste une petite dose de pesticides, ou alors il coupe l'herbe. Et puis on le met du champ. Ces innovations-là, qui disent qu'on a compris qu'on ne peut plus y aller, et on peut remettre 50 chevaux de plus à 300 chevaux, on se plante encore plus. Mais ces innovations-là, qui disent, ces modernités-là, qui disent le progrès, qui va dans le sens de la durabilité, moi j'adhère. Puis il y a un aspect aussi très important qui est en train de se passer au niveau du terrain. Il y a eu un article dans la presse officielle paysanne, un paysan qui bossait mi-temps sur le domaine, avec 2-3 cultures un peu intensives, puis à côté il faisait un autre boulot, je ne sais pas s'il était maître d'auto-école comme Pierre-André Tombé, on en a parlé tout à l'heure. Il a dit non, mais moi je veux vivre, il a 18 ou 20 hectares, il est en plaine, je veux vivre là-dessus. Il a diversifié, il a mis en valeur une partie de ses produits, il y a 2 postes et demi de travail. Et ce changement-là, moi, il me séduit. Et si on peut encourager ces gens-là, pas forcément, c'est peut-être pas nécessaire, mais faisons-le. C'est l'alimentation de demain. Ouais, sur le fond, vous êtes d'accord, on l'a bien compris. On va gentiment se quitter. On votera donc le 23. Oui, on pourra aller boire un verre tous ensemble après, il n'y a pas de problème. On votera donc le 23 septembre. Un mot peut-être pour chaque camp, comme on le fait traditionnellement dans cette émission. Alors, pourquoi faut-il voter non? Pourquoi faut-il voter oui? Un double oui le 23 septembre. Jean-Pascal Fournier, peut-être. Je crois que les consommateurs ont compris qu'il faut reprendre possession de notre assiette, de ce que l'on mange, par rapport aux produits importés, sur lesquels on a très peu d'informations. Il y a également toute la question du gaspillage alimentaire, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais aujourd'hui, ça représente à peu près 2000 francs par ménage d'aliments qui ne sont pas consommés. On en parle dans et la là, il y a un potentiel d'économie extrêmement important. C'est choquant de penser aujourd'hui qu'il y a un nombre incalculable de nourritures qui sont tout simplement, qui passent à la poubelle. Et cette initiative, elle donne un mandat très clair au Conseil fédéral, et ça, pour l'instant, on n'a pas cette inscription dans la Constitution. Cette initiative, comme cette lacune, on doit donner un mandat au Conseil fédéral de prendre des mesures pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Du nom, Géraldine Marchand-Mallet, peut-être. Pour des aliments équitables, pour moi, c'est clairement non, parce que c'est une initiative qui est dangereuse dans sa mise en application. Et puis l'agriculture nous concerne tous, c'est un non. Non pas parce que je ne soutiens pas le monde paysan, c'est parce que c'est un répétita bis de ce qu'on a voté durant l'année dernière. Donc c'est plus sur la forme que sur le fond.
Merci à vous quatre. Nous parlions donc des deux initiatives dites alimentaires en votation le 23 septembre prochain. On va débattre de l'autre texte, l'arrêté fédéral sur les voies cyclables. Ce sera dans notre journal de mardi prochain. Le résultat donc en direct le 23 septembre dès 15h sur Canal 9. Bonne soirée à tous.